La ministre de la Santé et des Affaires sociales est l'invitée de Preuve par Trois. Bonsoir Marisol Touraine. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour nous éclairer sur un grand nombre de questions qui vous incombent et qui sont très variées, nous allons le voir. Bruno Franceschi de l'agence France Presse, notre partenaire, nous rejoindra dans un instant. Nouvelle réforme pour sauver les retraites et puis tour de vis budgétaire de quelques 60 milliards d'euros durant le quinquennat pour s'attaquer donc au déficit public. Et la politique familiale sera forcément touchée, on imagine déjà que la gauche du PS va à nouveau se faire entendre, peut-être même hurler. Vous serez interrogé sur ces questions dans la deuxième partie de l'émission. Enfin, Michael Zamès de Public Sénat nous rejoindra après un portrait de vous, pour mieux vous connaître. D'abord, bien sûr, le rapport Sicard sur la fin de vie. Pas question de s'orienter a priori vers l'euthanasie active, mais une porte est entrouverte sur le suicide assisté. Est-ce qu'une brèche est ouverte avec ces propositions du rapport qui vont être manifestement reprises dans la proposition de loi, dans le projet de loi dont vous aurez la charge? Le président de la République s'était engagé pendant la campagne. Il s'était engagé à ce qu'une aide active puisse être apportée à ceux qui, confrontés à une maladie grave, incurable, et ne vivant pas leur fin de vie de manière digne, puissent être aidés. Il a donc souhaité qu'un débat s'engage. Et c'est ce débat qu'a mené le professeur Sicard avec son groupe, qui a permis la présentation du rapport remis ce matin au président de la République. Ce rapport montre qu'il y a de très grandes attentes. Et nous le savons bien, les Français aujourd'hui souhaitent que leur liberté, leur dignité, leurs droits soient reconnus jusqu'au bout de leur vie. Ils veulent vivre pleinement, y compris dans la maladie, et décider de la façon dont leur vie doit s'arrêter. Et donc face à cela, le rapport fait un certain nombre de préconisations, d'orientations, mais très générales. Et c'est pourquoi le président de la République a souhaité saisir le Comité consultatif national d'éthique pour que des précisions soient apportées sur les conditions précises. Non, c'est un débat qui ne sera plus public. C'est le comité qui va se réunir et remettre avant le mois d'avril prochain des recommandations sur la manière précise dont on peut améliorer les soins palliatifs qui aujourd'hui sont mal connus, y compris du personnel soignant, sur la manière dont très strictement encadré, on pourrait imaginer qu'une personne fasse le geste elle-même de mettre fin à ses jours. Le malade lui-même. Le malade lui-même. Et puis sur... C'est ce qu'on appelle le suicide assisté. C'est une des nouveautés peut-être qui apparaît dans ce rapport. On s'aperçoit qu'il y a là une demande et aussi une façon de respecter la volonté des médecins, de rester en dehors de ce processus. Et puis une réflexion sur la dignité. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner le malade dans la dignité jusqu'au bout de sa vie? De la part du personnel médical. De la part du personnel médical. Donc il y aura une réflexion qui va aboutir au mois d'avril. Et c'est sur cette base-là qu'un projet de loi sera présenté au mois de juin. Mais ça veut dire que l'euthanasie active, c'est-à-dire le geste médical pour mettre fin à la vie, n'est pas exclu dans ce projet de loi, parce que vous dites qu'il faut accompagner, il faut que le personnel médical accompagne également. Je ne dis pas il faut, je dis simplement que le président de la République a souhaité que le Comité national consultatif d'éthique puisse définir les conditions dans lesquelles ce serait envisageable. À partir des recommandations que fera le Comité consultatif, nous élaborerons un projet de loi. Mais donc on voit bien qu'il y a trois orientations précises qui sont données, fixées à la réflexion. Moi je veux souligner que ça représente un pas très important. Une brèche, je vous posais la question sur une brèche. Une brèche, en tout cas un pas en avant. J'ai eu l'occasion de le dire, je crois qu'il est temps de pouvoir mieux prendre en compte les attentes de nos concitoyens, leur volonté de dignité et que cette dignité s'exprime et soit réalisée jusqu'au bout de la vie. Mais est-ce que le mot euthanasie sera dans le texte de loi? Parce qu'on a du mal manifestement à Non, mais je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Ah bon. Il y a une saisine du comité consultatif qui va définir... De quoi est-ce qu'on parle? On parle des manières de permettre à une personne qui est malade, qui est confrontée à une maladie incurable, qui porte atteinte à la conception qu'elle a d'elle-même, aux relations qu'elle peut avoir avec ses proches ou avec son entourage, qui la fait souffrir de façon forte. Donc on parle de ces personnes-là et on se demande comment on peut répondre
à leur demande, lorsque leur demande s'exprime, évidemment. Comment on peut répondre à leur demande de finir leur vie dans la dignité? Eh bien, un cadre précis qui répond à des règles éthiques fortes, un cadre précis et strict doit évidemment être élaboré, et c'est ce à quoi nous allons travailler, puisque le rapport SICAR a été remis à partir du moment où le comité consultatif d'éthique aura rendu ses conclusions. Donc voilà, on avance avec prudence et avec beaucoup de précautions sur ce sujet délicat, bien sûr. Ce sont des sujets délicats. Pour le coup, il n'y a pas d'urgence, il y a une volonté qui est marquée, un engagement a été pris par le président de la République pendant la campagne, une volonté est marquée, mais aussi une volonté que ces avancées se réalisent de façon évidemment très encadrée et très maîtrisée. Néanmoins, je retiens, vous utilisez le mot brèche, vous l'acceptez, dans ce qui se fait jusqu'à présent. Est-ce que néanmoins, le corps médical, les médecins, les infirmières pourraient être associés demain à un geste qui met fin à la vie? Ou est-ce que ça doit demeurer pour vous un tabou? Non, c'est une des questions qui est posée. Est-ce que ça restera un tabou, oui ou non? La réflexion gouvernementale s'engagera une fois que le rapport du comité consultatif aura été remis. Nous avons besoin d'être éclairés très concrètement sur la façon dont les choses se passent. Moi, j'entends les réticences, les réserves, les doutes qui s'expriment dans le corps médical ou dans le corps soignant. Qu'est-ce qui doit demeurer un tabou pour vous? Non, je crois que nous ne devons pas aujourd'hui avoir de tabou, si ce n'est évidemment celui de la volonté de la personne. Nous devons évidemment faire en sorte que soit garanti le fait que la personne prend la décision, est accompagnée dans sa décision, et c'est un des sujets sur lesquels nous devons travailler davantage. Rendez-vous donc dans quelques mois avec ce texte très important, évidemment. Autre sujet de société, le mariage gay ou entre personnes de même sexe, puisque le gouvernement n'a pas d'avis, hein, Marisol Touraine, et s'en remet au Parlement. Est-ce que vous êtes, vous, personnellement, favorable à l'aide médicale à la procréation pour les couples de lesbiennes? La procréation médicalement assistée représente une possibilité pour des couples de lesbiennes d'avoir un enfant. Elle le pratique déjà d'ailleurs à l'étranger. Elle le pratique à l'étranger. Cette réflexion-là, elle est dans le débat. Et la question c'est est-ce qu'elle sera dans le texte du gouvernement? La question est non, elle ne sera pas dans le texte du gouvernement. Le gouvernement ne change pas de position. Il va présenter un texte qui porte sur le mariage et l'adoption. Il devra bien prendre position quand les députés la mettront dans le débat. Il y a besoin de résoudre un certain nombre de questions autour de la procréation médicalement assistée. Est-ce que ces questions pourront être réglées dans le cadre du débat parlementaire et donc aboutir dès ce débat-là? C'est la réflexion des parlementaires qui va permettre de le dire. Mais la procréation médicalement assistée, elle est dans le débat. Et si les parlementaires souhaitent qu'elle aboutisse dès le mois de janvier à l'occasion de la discussion sur le mariage pour tous, eh bien ces dispositions aboutiront. C'est aussi une réflexion qui a lieu au sein du groupe socialiste. Bien sûr, mais le gouvernement n'assume pas ce choix-là, cette option-là. Le gouvernement assume dans la mesure où il dit aux parlementaires que leur réflexion sera évidemment suivie avec beaucoup d'attention. Et je crois que, franchement, c'est une discussion qui ne porte pas sur l'objectif. Faudra-t-il permettre la procréation médicalement assistée aux couples de femmes ou pas? La question, c'est est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on le fait un peu plus tard dans le cadre d'un autre texte? Le débat, c'est uniquement celui-là. Sur le principe, il me semble que nous allons vers l'adoption de la possibilité de la procréation médicalement assistée. Très bien, mais en deux temps, donc apparemment. La question, la question est de savoir si les parlementaires pensent qu'on peut le faire dès ce texte-là ou qu'on doit le faire dès le premier texte. Eh bien, le gouvernement sera évidemment très attentif à leur travail. Alors, une question concernant la pilule de troisième génération, dont les dangers sont maintenant connus. On a tous été d'ailleurs émus par le témoignage de cette jeune femme qui a été victime d'un accident vasculaire, un AVC, parce qu'elle prenait cette pilule. Pourquoi vous ne l'interdisez pas, tout simplement? Parce que ça n'est pas de mon ressort. C'est l'Agence nationale de la sécurité du médicament qui prend la décision de mettre sur le marché ou d'interdire, de retirer du marché
un médicament, et la pilule est un médicament. En revanche, j'ai saisi la Haute Autorité de Santé, je lui ai demandé quelle était l'analyse qu'elle faisait des risques de cette pilule, et au regard des analyses qu'elle m'a transmises, j'ai indiqué que cette pilule serait déremboursée, et j'ai demandé que soit informé de façon extrêmement rapide et vigoureuse l'ensemble des médecins des risques et des bonnes pratiques. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de proposer spontanément à une femme de prendre la pilule de troisième génération. Elle n'apporte rien. Elle n'apporte rien de plus dans la très grande majorité des cas. Il y a des femmes pour qui ça représente une possibilité pour des raisons médicales. Il ne faut pas le nier. Mais cette pilule a bénéficié, passez-moi l'expression, d'un effet de mode. Il y a 5 millions de femmes qui prennent une pilule de troisième ou quatrième génération, et c'est devenu en quelque sorte la pilule dont parlent les jeunes femmes en particulier et les médecins. Il faut en finir avec ce réflexe qui consiste à la prescrire d'emblée et spontanément. Une question sur les médicaments génériques. Est-ce que vous allez imposer, alors je ne sais pas si c'est votre ressort là, que la composition et surtout la provenance géographique des molécules apparaissent sur les paquets, comme le demande l'IGAS, parce qu'on s'aperçoit effectivement, on veut bien être confiant dans les médicaments génériques, mais on s'aperçoit que 80% des molécules viennent de Chine ou d'Inde, où les contrôles sont défaillants. Les molécules de tous les médicaments, qu'il s'agisse des médicaments de marque ou des médicaments génériques, sont très massivement fabriqués en dehors de l'Union européenne. Donc il n'y a pas de différence, je veux insister là-dessus, il n'y a pas de différence dans la composition et la fabrication des médicaments génériques et des médicaments de marque. C'est pour l'ensemble des médicaments que nous devons évidemment mettre en place une politique plus insistante de contrôle sur place, et je souhaite aussi pouvoir convaincre mes partenaires européens de s'engager dans cette même démarche, parce que si nous la menons ensemble, nous aurons davantage de moyens, et après tout, nous pouvons faire confiance à l'Allemagne, à la Belgique ou à l'Angleterre. Si elle va faire des contrôles dans des pays extérieurs, ça pourrait, par exemple, profiter à l'ensemble. Donc il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. J'insiste là-dessus. Nous avons besoin de plus de transparence, nous avons besoin de contrôle renforcé, mais cela c'est vrai pour l'ensemble des médicaments. Allez, un mot sur Gérard Depardieu. Il a dit qu'il a donc rendu son passeport, mais également sa carte vitale, dont il n'aurait jamais fait usage. Vous avez vérifié ce point-là? Non, je n'ai pas vérifié. Je crois que aujourd'hui, au fond, il faut tourner la page de cet épisode un peu regrettable et malheureux peut-être pour lui, et au fond appeler à la solidarité dans notre pays. Nous vivons une période de crise et il est utile que chacun fasse preuve d'esprit de solidarité pour le redressement de la France, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il faut que notre pays aille de l'avant, et c'est en se serrant les coudes qu'on ira de l'avant. Vous avez le ministre belge des Affaires étrangères qui dit bon, moi je suis prêt à accueillir tous les Français qui viennent. D'ailleurs, il y a 500 demandes de naturalisation. Vous parlez des contrôles au niveau de l'Europe. Là, au niveau de l'Europe fiscale, ce sont des avancées que nous avons à faire encore au niveau européen. On a beaucoup parlé de sujets de société. Certains, même à gauche, estiment qu'ils servent aujourd'hui au gouvernement de diversion, des chemins de traverse, dit par exemple Jean-Pierre Chevènement. Pas vous, on a compris, Marisol Touraine. Vous estimez bien que ces réformes vont de pair avec les réformes sociales, qui s'annoncent d'ailleurs beaucoup plus dur, très dur. On va le voir dans un instant. On va parler des retraites et puis des économies sur ce thème. Avant d'accueillir notre confrère de l'AFP, Bruno Franceschi, l'enquête de Jérôme Rabier. Mariage pour tous, fin de vie, droit de vote des étrangers ou encore salle de shoot, le gouvernement repart à l'offensive sur les questions sociétales. Sur le mariage pour tous, la gauche ne pouvait laisser la rue à l'opposition. Il s'agit aussi de faire oublier les cafouillages autour de Florange. Le plus important, c'est déjà d'arriver de la part de la gauche à montrer qu'il y a des mesures de gauche qui sont entreprises. Il pourrait s'agir, en tout cas c'est le cas un peu à l'heure actuelle, de la première véritable confrontation entre la gauche et la droite qui permet, en tout cas momentanément, au peuple de gauche de se retrouver derrière le gouvernement et derrière le président de la République. Au sein du parti, plusieurs visions s'opposent. Cette semaine, 15 parlementaires demandent de privilégier des mesures sur le pouvoir d'achat. Mais pour la direction, toutes ces réformes sont conciliables et même complémentaires. La mobilisation très forte des socialistes pour porter encore une fois ce droit nouveau dans la grande tradition d'une gauche qui marche sur ses deux pieds, le social et le sociétal. Je pense que dans l'équilibre, personne ne peut dire aujourd'hui que l'offensive du Parti socialiste s'engage en particulier
ou principalement sur le terrain sociétal. On marche sur nos deux pieds. L'offensive socialiste sert aussi à souder toutes les composantes de la gauche, divisées sur les questions de budget notamment, mais les partenaires ne sont pas dupes. Moi, je me refuse à opposer des questions qui seraient sociétales à d'autres qui ne le seraient pas. Pour moi, une politique de gauche, elle doit vraiment être sur tous les fronts. Oui au mariage pour tous, bien évidemment oui au droit de vote des résidents étrangers, mais oui aussi à des mesures qui répondent aux besoins des gens. L'aile gauche du Parti socialiste met elle aussi en garde. D'autres gouvernements socialistes européens ont chuté, les avancées sociétales n'ayant pas suffi à faire oublier une politique de rigueur. L'expérience du gouvernement Zapatero qui a cru qu'on allait satisfaire les classes moyennes avec des mesures phares sur le champ sociétal, qui est utile, mais force est de constater que ça ne suffit pas s'il n'y a pas au rendez-vous des réponses sociales. François Hollande et le gouvernement sont prévenus, s'ils veulent capitaliser sur les réformes de société, toutes les composantes de la gauche n'avaleront pas pour autant les tournants dans le domaine économique. Voilà, Bruno Franceschi est avec nous de l'agence France Presse. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Vos questions Bonsoir. à Marisol Touraine. Alors, il y a un autre gros dossier qui va arriver très prochainement, c'est la réforme des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites vient de rendre son rapport, enfin il le fera publiquement demain, mercredi. On en connaît déjà l'essentiel. On s'aperçoit que la réforme de 2006 n'est pas du tout aboutie. Bien au contraire, les déficits se creusent. La gauche n'a jamais réformé les retraites. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le moment de la grande réforme des retraites tant attendue? Je vais vous répondre, bien sûr, mais si vous permettez, je voudrais réagir au reportage que vous avez présenté. Parce que je crois qu'on a tort d'opposer les réformes sociales aux réformes sociétales. S'il s'agit de dire que les évolutions que nous proposons pour le mariage pour tous, sur la fin de vie par exemple, ne permettent pas de répondre aux attentes en matière d'emploi, c'est une évidence. C'est évidemment une priorité pour nous que de faire en sorte que notre pays se redresse, crée des emplois, crée de la richesse pour avoir des politiques sociales fortes. Mais je ne me retrouve pas dans cette opposition comme si on était sommé de choisir. La gauche, c'est le progrès, c'est l'évolution de la société dans l'ensemble Et la société, vous voulez la dimensions. changer, vous le dites dans la vie de la semaine dernière, vous voulez changer la société. Mais non, la société change. Je ne crois pas que le politique change la société, mais le politique, les responsables politiques doivent prendre en considération les évolutions de la société et parfois d'ailleurs les anticiper. Souvenez-vous, la peine de mort en 1981, si on avait fait un référendum sur la question, il n'est pas certain que François Mitterrand l'aurait gagné, il est même à peu près certain qu'il l'aurait perdu, ce qui ne l'a pas empêché de s'engager. Et donc, sur les retraites, le rapport que vous évoquez, qui sera présenté effectivement demain au Conseil d'orientation des retraites, apporte des éléments assez intéressants. D'abord, il souligne, comme vous le faites, que la réforme du précédent gouvernement n'a pas permis de régler la situation à court terme, puisque cette réforme était prévue pour aboutir à l'équilibre en 2018, et que si nous ne faisons rien, en 2018, l'équilibre ne sera pas du tout au rendez-vous. Il manquera autour de 20 milliards d'euros, ça dépend des hypothèses qui sont retenues. La crise est passée par là. Oui, c'est pas tellement la crise, c'est probablement que la réforme elle-même n'était pas organisée d'une manière qui permettait de répondre aux défis des retraites. Nous l'avions d'ailleurs souligné. Le précédent aurait dû aller plus loin encore. Oui, il s'agissait d'avoir une réforme plus cohérente. Il y a eu un refus absolu notamment en matière de prélèvement à ce moment-là. Ça, c'est le financement. Oui, mais ça, pour régler les problèmes, vous savez, soit vous pesez sur les cotisations, soit vous pesez sur la durée de cotisation, soit vous pesez sur le niveau des retraites. Donc il y a plusieurs options. En revanche, ce que dit le rapport, et qui est très intéressant, c'est que, en raison notamment de la vitalité démographique de la France, le défi à relever dans le long terme. 2060. Oui, non, mais même on commence à partir de 2035, d'après le rapport, à voir s'infléchir les courbes. Et donc, les enjeux ne sont pas aussi pesants en termes financiers. Cela veut dire qu'une réflexion doit s'engager. Cela a été annoncé à l'issue de la grande conférence sociale du mois de juillet. Le corps doit encore, si j'ose dire, nous présenter un rapport
un autre rapport plus général sur le système des retraites au mois de janvier. Et à partir de là, nous allons engager une concertation. Alors on vous écoute et vous regardez les choses à très long terme pour peut-être nous signifier que la gauche ne va pas trancher, ne va pas aborder le sujet. Je vous ai dit, il y a un enjeu à court terme qui est souligné par le rapport. Il y a des enjeux à long terme parce que, vous savez, on ne peut pas uniquement piloter le système des retraites en étant le nez sur le guidon. On a besoin de donner de la visibilité. Tout à fait. De la visibilité, ça ne veut pas dire qu'on réfléchit forcément à 2060. Ça veut dire que quelqu'un qui aujourd'hui a 45 ans doit pouvoir savoir selon quel principe il pourra partir en retraite. Alors, et donc, je crois que la réflexion doit être large. Oui, mais la réflexion doit être large, mais à un moment ou à un autre, il faut bien décider. Oui, mais nous déciderons, nous engageons une concertation. Est-ce que vous êtes prêt à décider? Il y a certaines urgences, pardon Michel, il y a certaines urgences quand même. On voit bien que dans le fond, si pour le moment on ne fait rien, vous l'avez souligné, les déficits augmentent. On voit bien que dans le fond, les solutions qui peuvent être proposées, c'est soit le reculer l'âge de la retraite, ils proposent même 6 mois. C'est quelque chose qui a été la dernière fois en 2010 singulièrement contesté par la gauche. Est-ce que vous êtes prêt à des mesures courageuses, difficiles? Oui, ça dépend. Les mesures courageuses, sûrement, il faut qu'on s'entende sur les mesures courageuses. Mais encore une fois, moi, je ne vais pas trancher avant que la concertation soit engagée. C'est quand même une priorité que de pouvoir échanger et mettre à plat les différentes options. Mais le rapport est plus subtil sur les 6 mois que vous évoquez. Il ne préconise pas de reporter de 6 mois l'âge légal de départ en retraite. Il dit que ce qui compte, et c'est d'ailleurs la vérité, ce qui compte, c'est moins l'âge légal que l'âge auquel, très concrètement, vous partez en retraite. Et c'est ça qui est en jeu, et il faut que des gens qui ont travaillé dans des conditions satisfaisantes puissent partir un peu plus tard. C'est ce qui est indiqué en particulier dans ce rapport. La discussion aura lieu. Honnêtement, nous n'en sommes qu'au début puisque le rapport arrive demain. Vous ne voulez pas nous indiquer un curseur? Moi, je me souviens de François Hollande durant la campagne qui évoquait souvent l'allongement de la durée de cotisation. Ça, c'est un élément tout à fait important parce que il est plus juste à certains égards. Écoutez, tout sera sur la table. Encore une fois, la concertation va s'engager. Il y a des objectifs à atteindre, mais nous devons nous donner le temps de la réflexion et de la concertation. Vous n'avez pas l'impression d'être au pied du mur? Le mur, nous allons l'escalader avec les partenaires sociaux. Le gouvernement ne pourra pas l'escalader seul. Oui, mais enfin, et donc, je veux dire, la discussion, là, elle rassemble les partenaires sociaux au Conseil d'orientation des retraites. Nous verrons comment avancer. Encore une fois, je l'ai dit, la concertation s'engage au début de l'année prochaine. Et il me semble que ce rapport et celui de la fin du mois de janvier sont tout à fait utiles pour que chacun mesure l'ampleur des responsabilités. On ne touche pas à la répartition. Là-dessus, le principe est intangible. On ne va pas non plus vers la capitalisation. La capitalisation n'est pas dans... non seulement ça n'est pas notre souhait, mais ça n'est pas notre choix. C'est-à-dire que pour nous, et pour moi, pour le gouvernement, il est absolument clair que le système de retraite par répartition, qui est un système de justice et de solidarité, doit être préservé. C'est bien ça qu'il s'agit de consolider. C'est une réforme pas pour le plaisir de réformer, c'est une réforme pour consolider un système de solidarité dans un contexte, j'insiste, qui est un contexte économiquement contraint, mais qui est aussi dans un contexte démographiquement favorable pour la France. On nous parle souvent de l'Allemagne. L'Allemagne a dû faire des choix qui étaient imposés par un contexte démographique très difficile. Et la repousser l'âge de départ. Est-ce que c'est inconcevable en France, Madame Touraine? Est-ce que c'est inconcevable en France de repousser encore l'âge de départ à la retraite? Vous pouvez me dire oui ou non à cela? Je vous dis simplement qu'on ne peut pas faire comme si un pays comme l'Allemagne, où le taux de fécondité est de 1,3 enfants par femme, alors qu'en France, il approche les 2 enfants par femme, on est à 1,95, on ne peut pas considérer que la question des retraites se présente dans les mêmes termes, et en tout cas pour nous, elle sera abordée avec l'esprit de justice, parce que c'est ça aussi notre priorité. Voilà un élément
élément de comparaison avec l'Allemagne qui nous est au moins favorable. Hein. Alors, autre question. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les déficits publics et qui, eux, sont tellement abyssaux que le gouvernement, si je comprends bien, a décidé de faire un certain nombre d'économies, 60 milliards. D'ici la fin du quinquennat, c'est énorme. Et donc ça va avoir un impact sur énormément de dossiers, et particulièrement les vôtres, notamment sur la politique familiale. Est-ce qu'on peut s'attendre à une diminution des prestations familiales? Est-ce qu'on peut s'attendre effectivement à une revisitation, si j'ose le terme, des mécanismes de fonctionnement de ces prestations, par exemple, qui tiennent compte du revenu des ménages? Le Premier ministre a présidé ce matin un comité interministériel avec l'ensemble des ministres pour engager une politique de simplification administrative, ce qui est générateur d'économies, et une politique d'évaluation de nos actions en matière sociale, mais en matière de logement, en matière économique, en matière d'enseignement supérieur, de recherche, enfin dans tous les domaines. Il s'agit d'évaluer et de se demander... On a déjà des idées, Madame Touraine. Oui, mais attendez, est-ce que vous me parlez de politique familiale? Les politiques familiales aujourd'hui ne sont pas davantage concernées que les autres politiques du gouvernement. Il s'agit de se demander ce que sont les objectifs à atteindre et si les politiques qui aujourd'hui fonctionnent sont les mieux calibrées pour permettre d'atteindre ces objectifs. Les politiques sociales, elles ont évidemment des objectifs de justice, d'accompagnement, de soutien. Est-ce que ces objectifs-là sont bien remplis? Nous allons procéder à ce travail et avancer. Mais à l'évidence, nous avons des économies à faire, moi je le dis. Dans la politique familiale. Au risque de l'impopularité également les de François Hollande. politiques sociales doivent être évaluées. Il n'y a pas de raison que parce qu'elles sont sociales, ces politiques-là restent intangibles. Je ne crois pas que l'immobilisme... Mais il n'y a pas de tabou, par exemple, sur les allocations familiales. On pourrait s'interroger effectivement sur les ménages les plus aisés qui en seraient privés demain. Il y a de tabou sur rien. On va évaluer les politiques. On va évaluer les politiques, voir comment elles fonctionnent pour aboutir à des décisions qui doivent à la fois mieux servir nos concitoyens, mieux accompagner nos concitoyens et puis permettre de faire des économies. Mais moi je le dis, on ne peut pas imaginer que ce soit des politiques uniquement... Mais quand viendra le temps de la décision? Parce que sur la retraite, sur les économies, vous nous dites on évalue, on évalue. Bah, écoutez, on évalue, on a un comité, ce comité se réunit tous les 3 mois, se réunira tous les 3 mois. Il a été entendu que les économies devaient être faites sur plusieurs années. Je crois qu'il ne s'agit pas d'annoncer en quelques jours des décisions qui sont évidemment tout à fait importantes. Mais qui sont impopulaires. Le rapport de la Cour des comptes qui vous a c'est déjà à donné partir beaucoup de cela que nous travaillons. Les évaluations, elles sont déjà connues, elles sont déjà faites. Après, c'est une question de choix. Et on a le sentiment que dans le fond, pour le moment, comme dit Michel, on est vraiment dans la réflexion et tout, et qu'on hésite un peu à décider comme s'il y avait un enjeu de popularité derrière du président François Hollande. Non, vous me parlez du rapport de la Cour des comptes. J'ai beaucoup de respect pour la Cour des comptes et les magistrats de la Cour des comptes. Qui dénoncent les niches sociales. Hein. Oui, mais l'enjeu, là, il n'est pas de mettre mieux en œuvre des politiques sur le plan technique. Il s'agit de s'interroger sur des objectifs politiques à atteindre. Et ça, c'est pas la Cour des comptes qui doit le faire à la place du gouvernement. Donc nous devons nous dire, en matière d'assurance maladie, en matière de famille, en matière de handicap, pour les sujets qui me concernent, mais on pourrait parler de l'enseignement, de la recherche, de l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut redéfinir les objectifs? La dernière question. Les choses avancent. Deux dernières questions. Mois qui viennent. Dans les mois qui viennent. Et je voulais aussi vous dire que la question de l'impopularité est une question qui... évidemment, préoccupe. Franchement, il vaut mieux être populaire qu'impopulaire. C'est une évidence dont vous m'accorderez aisément qu'elle s'impose. Mais François Hollande l'a dit, le président de la République l'a répété encore hier lorsqu'il était en déplacement à Château-Renaud, dans l'Indre-et-Loire, dans mon département. Il a indiqué que sa seule volonté, sa seule préoccupation, c'était de prendre les mesures qui s'imposaient pour le redressement de notre pays et pour l'amélioration de la situation des Français. Donc il est prêt à braver l'impopularité parce que c'est impopulaire. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. C'est de se dire, j'ai un cap. Je fixe un cap, le gouvernement s'inscrit dans cette orientation et
nous avons comme priorité l'emploi, l'activité économique, l'emploi, le redressement du pays. Dernière question, Bruno. Est-ce que vous avez l'impression d'être redevenu un peu populaire auprès des médecins, après les accords justement sur les dépassements d'honoraires, sur les décisions que vous avez prises sur les déserts médicaux? Je reprends une phrase de Nora Bérac que j'ai trouvée un peu amusante. Elle considère que vous avez ripolliné les mesures existantes. C'était une expression amusante, mais à la hauteur de l'absence totale de politique et de décision en la matière de la part du gouvernement précédent auquel elle participait. J'aurais préféré ne pas avoir à me retrouver dans une situation où 2 millions de Français en 5 ans se retrouvent dans une zone de désert médical. Vous n'avez pas pris de mesures coercitives? Non, mais nous avons pris des mesures nouvelles. Et je l'ai dit, je mobilise l'ensemble des acteurs, l'ensemble des professionnels, de l'administration pour faire en sorte que les Français aient accès à des soins de proximité. Et cela est tout à fait populaire auprès des médecins, en particulier des médecins généralistes qui savent l'importance qu'il y a à garantir de bonnes conditions de santé à tous nos concitoyens. Et qui veulent surtout être remplacés dans leur cabinet parce qu'ils ont du mal quand ils partent à la retraite, on le sait, notamment dans les campagnes et dans certains quartiers. Il faudra revoir l'organisation, vous savez, de notre système de santé. Alors vous avez bien présenté, et c'est bien ça qui est l'enjeu. Nous devons mettre en place des équipes de professionnels dans les territoires et plus en être à l'idée qu'il doit y avoir un médecin isolé dans son cabinet dans chaque village. C'est vraiment des pôles de santé auxquels nous travaillons. Voilà ce que réclament aussi les élus. Merci beaucoup Bruno. Donc Michaël Zamès va arriver de Public Sénat juste après cette enquête sur vous, Marisol Touraine. Une enquête signée Alexandra Colino avec une personnalité, vous allez voir, vous n'allez pas la découvrir, et qui vous est très proche. On dit de Marisol Touraine qu'elle a des convictions fortes, que ses dossiers sont connus sur le bout des doigts, fruit d'un travail sans relâche. Mais elle ne pose jamais un mot plus haut que l'autre, jamais de fantaisie non plus. La fille du sociologue Alain Touraine semble toujours dans la mesure. Oui, ça c'est elle. D'accord. Des gens lui disent qu'elle est glaciale. Elle n'est pas glaciale, elle n'est pas froide, elle est certainement contrôlée. La seule image d'elle qui m'a étonné, c'est une photo que j'ai ici chez moi, et avec sa fille aînée, toute petite, et c'est une photo extrêmement maternelle. Elle se laisse complètement aller dans une espèce de relation de fusion maternelle, et avec de beaux yeux. La logique aurait voulu qu'elle embrasse une carrière universitaire comme son père, ou médicale comme son grand-père, comme sa mère et comme son frère. Mais son engagement politique n'a pas surpris ses proches. Ça a été un choix à un moment donné, puis ensuite elle s'y est vraiment tenue. Je dirais presque comme tout ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui est qui a beaucoup de continuité. Elle débute en politique aux côtés de Michel Rocard, un ami proche de son père. Puis elle s'engage sur le terrain pendant 15 ans comme députée d'Indre-et-Loire. Sa sensibilité deuxième gauche, héritage de son père, là encore, l'a conduit auprès de DSK. Après l'affaire du Sofitel, la raison l'amène à soutenir François Hollande. Spécialiste des questions sociales au PS, le portefeuille qui lui revient en mai dernier n'est pas une surprise. Là encore, c'est une histoire de continuité. Ils sont devant une responsabilité énorme. C'est maintenant qu'on joue la vie ou la mort de ce pays comme grand pays. Alors je suis heureux qu'elle participe à une œuvre qui est une œuvre de première importance. Il ne s'agit pas de gérer la vie quotidienne. Il s'agit d'empêcher que l'auto termine contre un arbre. Difficile, avec un tel poids paternel sur les épaules, de ne pas viser l'excellence en permanence. Voilà, l'excellence en permanence. Vous avez encore un quart d'heure pour le démontrer sur ce plateau avec Michaël Zamès qui nous a rejoint. Michaël, bonsoir. Oui, on a vu sourire aussi sur l'image du père à chaque fois. Est-ce que c'est quelque chose que vous assumez complètement ou qui est difficile à porter? Ah non, j'assume complètement. C'est une fierté d'avoir un père qui est un grand intellectuel. En même temps, ça représente effectivement une forme d'exigence très présente au quotidien depuis toujours, mais avec laquelle j'ai appris à vivre. Alors, dans le reportage, il dit appliquée, studieuse. Et aujourd'hui, quand on lit quelques portraits, on entend sérieuse, travailleuse. Est-ce que vous vous sentez peut-être plus sérieuse que les hommes et les femmes politiques qui vous entourent? Oh
non, je ne crois pas. Je pense que tous mes collègues sont sérieux et pleinement impliqués dans leur dossier. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, je le prends comme un compliment, parce qu'il vaut mieux connaître ces dossiers, il vaut mieux travailler quand on a des responsabilités. On n'imaginerait pas qu'on dise d'un ministre qu'il ne travaille pas. Donc je le prends comme un compliment. Est-ce qu'il y a des domaines où vous ne contrôlez pas tout, Marisol Touraine? Écoutez, ça, je veux dire, en tout cas, la vie publique n'est pas une vie où on doit particulièrement se laisser aller, me semble-t-il. Je sais que ça vous agace d'entendre... C'est pour ça qu'on m'a montré, enfin, quand mon père montre la photo où je suis avec ma fille aînée, bon, c'est vrai, mais c'était... comment dire, dans la vie privée, en vacances. Je suis une mère et je pense avoir des rapports avec mes enfants qui sont des rapports tout à fait, évidemment, affectueux et pas nécessairement contrôlés. Mais je veux dire, la vie privée n'est pas la vie publique. Moi, je suis assez attachée à cela. Ah, on vous a vu quand même dans Paris Match, dans votre maison, hein, je me souviens. Oui, mais pas avec mes enfants. Non, dans votre dans les univers familial. Dans les portraits qu'on peut lire, et il y en a eu de nombreux depuis que vous êtes rentré au gouvernement. Il y a quelque chose qui vous agace, c'est vrai, quand on dit que vous êtes glacial, que vous pouvez paraître un petit peu hautaine, voire cassante. Est-ce que ce sont des gens mal intentionnés qui disent ça? Sûrement. Enfin, la vie politique n'est pas comment dire, un domaine où la biensveillance ou la comment dire s'exprime spontanément. La réussite peut provoquer la jalousie. Certainement. Mais vrai dans au tous les fond, milieux, surtout, hein. je crois qu'on dit volontiers, oui, c'est sans doute vrai de tous les milieux, mais on dit volontiers d'une femme qu'elle est au fond froide lorsqu'elle maîtrise ses dossiers, et si elle ne les maîtrise pas, on va dire qu'elle est, ou insuffisamment, on va dire qu'elle est incompétente. Au fond, on ne sait pas très bien quel est le bon équilibre pour les femmes. Donc je pense qu'il y a aussi dans ces critiques à voir avec ça, mais en tout cas ceux qui travaillent avec moi et ceux qui vivent avec moi n'ont pas le sentiment d'être face à un mur de glace. Il y a un documentaire qui va sortir sur France 3 Centre, qui va sortir au mois de janvier. Ils vous ont suivi depuis votre entrée au gouvernement et vous parlez du pouvoir. Est-ce qu'une femme politique peut prétendre au pouvoir également? Ah oui, pourquoi pas. Je trouve que le pouvoir, c'est ce qui permet de transformer notre environnement, de porter des réformes, de faire des choses. La question du pouvoir, c'est de savoir si on veut le pouvoir pour lui-même ou si on veut le pouvoir pour agir. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment le pouvoir pour agir. Et il me semble que les femmes sont dans cette démarche-là. Vous avez des modèles mais il n'y a pas de raison que les femmes récusent l'idée de pouvoir et laissent la place aux hommes. C'est au nom de cette logique-là qu'on a des professions qui sont massivement féminisées avec des postes de responsabilité qui sont massivement occupés par des hommes. Et trop d'ambition peut-il nuire à une femme politique plus qu'à un homme? Trop d'ambition nuit à un homme comme à une femme comme à un homme, si l'ambition se porte pour elle-même en quelque sorte. L'ambition, c'est celle d'une action au service de son pays quand on est un responsable politique. Alors je rebondissais sur la question de Michel. Vous avez des modèles en politique ou ailleurs? Féminin, je voulais dire. Féminin, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai des modèles, il y a des hommes, des femmes avec qui j'ai travaillé, des personnes qui m'ont inspirée, mais j'essaye de tracer mon chemin. On n'est pas un nom, Non, mais je veux dire, j'ai commencé dans la vie politique avec Michel Rocard, qui m'a beaucoup apporté par l'exigence qu'il avait, ou l'absence de... Oui, l'exigence qu'il avait dans le chemin qu'il traçait, sa conception très, très, très morale de l'action politique, par exemple. Vous avez parlé il y a un instant de la parité professionnelle qui fait défaut, hein, et de l'absence de mixité également de certaines professions. Il y a un rapport de l'OCDE qui montre que si la parité était respectée, eh bien, ce serait un gain pour la croissance absolument phénoménal. Hein, oui, parce que l'activité... Il faudrait que chacun, homme-femme, plutôt les hommes d'ailleurs, rééquilibre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Oui, on n'a pas à gagner en réalité à marginaliser les femmes, ni économiquement, et ce rapport est très intéressant, ni évidemment socialement. Et souvent,
des conquêtes qui sont présentées comme des avancées dues à la féminisation de la vie professionnelle, en réalité bénéficient à l'ensemble de la société. Je pense par exemple à l'exigence ou à l'attente des femmes d'une bonne conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. On voit qu'aujourd'hui, cette demande qui était présentée comme féminine est aussi une demande portée par les hommes. Alors tout à l'heure avec Michel et Bruno, vous avez parlé de la popularité donc de François Hollande. Je vais vous ramener un petit peu sur le terrain de la politique. Il y a eu une tribune de députés socialistes qui disent en fait à François Hollande, il ne respecte pas ses priorités, il ne respecte pas les ouvriers également. Est-ce qu'ils mettent trop de pression sur les épaules de François Hollande, ces députés ? Ils ont exprimé leur position de députés. Le président de la République a rappelé qu'il avait fixé le cap et que ce cap, il ne s'en détournait pas. L'objectif, c'est bien le redressement. Il n'est pas très clair, même pour certains de vos amis comme Bertrand Delanoë qui dit ça manque de lisibilité. Vous dites qu'il a fixé le cap, mais non. La lisibilité, il l'a donnée lors de sa conférence de presse et il la redonne dans des déplacements. Enfin, depuis, il y a eu Florange, notamment. Il fera d'autres déplacements et s'exprimera. Au fond, le président de la République doit donner le sens de l'action qui est menée et demander au gouvernement de s'inscrire dans ce sens-là. Moi, je crois que, vous savez, la demande de politique sociale, de politique de pouvoir d'achat, de politique de protection, elles doivent évidemment être portées, mais il nous faut les moyens de les porter. Donc il faut redresser le pays, mais le redressement du pays, c'est bien pour de la solidarité, de la protection, du pouvoir d'achat, de la justice. Donc nous sommes face à une période très difficile. L'année 2013 sera sans doute une année difficile, mais tout ce que nous faisons, c'est pour permettre aux Français de vivre mieux. Vous reprenez l'image de votre père, qui est dramatique pour dire la situation de notre pays. On risque la sortie de route, un accident fatal, on fonce vers un arbre. Tout à l'heure, nous évoquions les économies à réaliser au cours des prochaines années. Elles sont gigantesques, vous l'avez souligné vous-même, puisque on a besoin de trouver 60 milliards d'économies en plus des efforts fiscaux qui ont été demandés aux Français dans la période. Donc on voit bien qu'on est à un moment où c'est la réévaluation de nos politiques. Mais la réévaluation de nos politiques, elle n'a de sens que si elle permet aux Français, encore une fois, de vivre mieux. Moi, je suis en charge d'une partie des politiques sociales. Ce sont des politiques de protection. Et cela, qui est au cœur du modèle social français, doit être préservé, même si la manière dont on protège doit pouvoir évoluer. Dernière question. Vous étiez proche des idées de Dominique Strauss-Kahn, vous avez rejoint François Hollande, oui. On le sait pourquoi. Aujourd'hui, quand vous avez entendu pendant la campagne « Mon ennemi, c'est la finance », DSK n'aurait jamais prononcé une phrase comme ça. Est-ce que vous êtes senti un peu pas forcément sur la même longueur d'onde ? Non, moi je crois à la cohérence des choix que j'ai faits. François Hollande a porté d'emblée une ligne réformiste, social-démocrate, dans laquelle je me retrouve pleinement, et je me suis retrouvée pleinement au moment où j'ai fait le choix de le soutenir. Et vous êtes une ministre heureuse, donc ? Écoutez, je ne crois pas que la question du bonheur soit la question posée, mais franchement... Non, franchement, j'ai de très grosses ou lourdes responsabilités, oui. J'en suis fière. Vous en êtes fière. Merci. Et votre père aussi, on l'a vu il y a un instant. Merci Michaël Zamès. Merci Marisol Touraine. Nous nous retrouverons le 8 janvier maintenant avec Luc Châtel, qui va jouer un rôle prépondérant au sein de l'UMP pacifié, enfin lui toujours côté Copé. Bonsoir et très vite. Bonne fête. Le vrai courage, Gilles Leclerc, c'est pas d'augmenter les impôts, tout le monde sait le faire. Nicolas Sarkozy est parti, mais la crise n'est pas partie. La politique économique du gouvernement, je lui donnerai un 0 pointé. Tous les matins à 8h15, Guillaume Durand et Gilles Leclerc reçoivent une personnalité politique dans l'invité politique. Reconstruire sa crédibilité, reconstruire sa popularité. Il ne faut pas préjuger, on peut juger après. En partenariat avec Radio Classique, l'invité politique, tous les matins à 8h15 en direct sur Public Sénat.
Bonjour à tous, bienvenue à Bannes, ce merveilleux village reculé et surtout perché quelque part dans le sud de l'Ardèche. Ici, une bataille a marqué le pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une embuscade hardiment menée par les partisans, les résistants. C'était à quelques kilomètres d'ici, dans la vallée, une bataille d'envergure qui a stoppé net la progression d'une importante colonne allemande en route vers le nord du pays. Un homme occupe une place très singulière dans cet épisode de l'histoire. Cet homme, c'est Paul Maes. Il était maire du village en ce mois de juillet 1944 et depuis très peu de temps, depuis moins d'1 an, la toute nouvelle école de Bannes porte désormais son nom. Voilà, je me trouve maintenant dans cette magnifique salle de classe de la toute nouvelle école de Bannes. Elle a 1 an et demi à peine. J'y rejoins l'un des professeurs de l'école, Frédéric Leclèche. Bonjour. Bonjour. Avec devant vous eh bien, vos élèves, vos enfants, une classe de CM2, CM1. Bonjour à tous. Hein? Alors Frédéric Leclèche, cette école s'appelle Paul Maes. Est-ce que c'est un nom que vous connaissiez il y a encore quelques mois? Je l'ai découvert quand ils ont nommé cette école. Et auparavant, n'étant pas moi-même de Bannes, auparavant, je ne connaissais pas du tout ce personnage. Vous avez peut-être regardé les plaques qui sont sur l'école elle-même. Est-ce que vous êtes intéressé à ce personnage de Bannes? À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser et à me demander d'abord qu'est-ce qu'il avait bien pu faire. Et puis d'où venait ce nom aussi, qui n'est pas un patronyme d'origine ardéchoise, française. Et donc j'ai fait quelques recherches. Alors, votre école, les enfants, elle s'appelle Paul Maes. Est-ce que ce nom, vous le connaissez? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bah, je ne l'ai pas connu, mais c'était le maire de Bannes, de ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu vers ici. Alors, Paul Maes, il était maire de Bannes, mais quand? Vers 1900, quand il y a eu la bataille de Bannes. Et c'était quand, ça? En 1800... En 1844. Paul Maes était maire en 1944. C'est-à-dire pendant la guerre? Pendant la guerre, oui. La Seconde Guerre mondiale. Il a sauvé le village, il était maire, il l'a sauvé, il a été résistant et il a combattu les Allemands. Et c'est bien ce qu'il a fait, Paul Maes? Je trouve ça vraiment héroïque. Frédéric Leclèche, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous, dans votre salle de classe. C'est nous qui vous remercions. À très bientôt. On va essayer maintenant d'en savoir un peu plus sur Paul Maes et sur cette fameuse bataille de Bannes. Merci les enfants, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors vous l'avez compris, en cette fin du mois de juillet 1944, Paul Maes, le maire de Bannes, n'est pas tout à fait un personnage comme les autres. Son action, elle intervient quelques jours à peine après ce qu'on appelle ici la bataille de Bannes, autrement dit la plus grande bataille de la résistance ici dans le département de l'Ardèche. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Radio Paris est allemand. Je rejoins Raoul Galato, il est historien, c'est l'un des meilleurs spécialistes de cette résistance ardéchoise. Bonjour Raoul Galato. Est-ce que Bannes aujourd'hui ressemble au village tel qu'il existait en juillet 1944? Pour l'essentiel, oui, avec son aspect pittoresque jugé sur sa colline de rochers calcaires, ses ruines du vieux château. Bon, il y a quelques maisons nouvelles, mais pour l'essentiel, oui, c'est très typique. Bannes a joué un rôle tout à fait particulier dans cette résistance ardéchoise. Et oui, Bannes se trouve situé en bordure d'une route, à l'époque une route nationale, qui avait une importance stratégique pour les armées allemandes d'occupation dans tout le sud de la France, y compris le Languedoc, et les volontaires des forces françaises de l'intérieur, c'est-à-dire les forces armées de la résistance, ont été amenés à livrer quelques escarmouches contre ces convois allemands qui circulaient. Qui étaient ces résistants qui ont participé à la bataille de Bannes? Des jeunes volontaires paysans et autres de la région de Vallon, rejoints par des maquisards FTP venus du Gard, principalement des ouvriers mineurs, dont des Cévennes. Il y a eu évidemment parmi les réfugiés qui ont rejoint la résistance plusieurs
anciens républicains espagnols que l'on a retrouvés dans cette compagnie aussi. Donc c'était très diversifié. Bon, au départ, il y avait quelques centaines de volontaires le 6 juin. Fin juillet, il devait y avoir 5 ou 6 000 volontaires dans le département de l'Ardèche, qui étaient organisés en compagnie, donc encadrés convenablement. On avait trouvé quand même quelques militaires, des anciens qui avaient fait la guerre de 14-18, tout ça, qui avaient quelques compétences. C'est ce qui leur a permis de livrer un combat qui finalement a été le premier combat victorieux en Ardèche, qui a précédé de quelques jours la libération de Privas, la première préfecture de France libérée par la résistance, le 12 août, avant même le débarquement des troupes alliées sur la